Vous m'écoutez? Vous me recevez? On reprend? Oui, madame. Oui. Alors, on s'est arrêté la semaine dernière au paragraphe concernant le changement de variable. On a juste donné la définition d'un difféomorphisme. Donc, j'ai dit qu'un difféomorphisme, c'est tout simplement une fonction qui est bijective, qui est de classe C1, ainsi que sa fonction réciproque. D'accord? Donc, je dis qu'il s'agit d'un C1 difféomorphisme ou un difféomorphisme de classe C1. Alors, on a donné un exemple après concernant un C1 difféomorphisme. Alors maintenant, on va poursuivre avec cette proposition. Donc, il dit que si j'ai un difféomorphisme défini sur U à valeur dans V, donc bien sûr, U et V sont des ouverts correspondants. Alors, pour tout A appartenant à U, la différentielle de F au point A réalise une bijection de Rn sur Rn. Donc, si F est un difféomorphisme de U sur V, où U et V sont des ouverts de Rn, alors la différentielle de F au point A sera aussi une bijection de Rn sur Rn. Et en plus, on va prouver que la fonction réciproque de la différentielle de f au point A est donnée par la différentielle de la fonction réciproque de f. Ok? Tout simplement, on va écrire le fait que f réalise une bijection, que f est un difféomorphisme. Comme f est un difféomorphisme de U sur V, où U et V sont des ouverts de Rn, donc je vais avoir f-1 rang f est égal à l'identité de Rn. Là, j'ai tout simplement interprété les hypothèses. Alors, j'applique la différentielle des deux côtés dans cette égalité. Donc, je vais avoir la différentielle de la composée égale la différentielle de l'identité dans Rn. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? J'ai tout simplement écrit, à partir d'une égalité entre deux fonctions, j'ai écrit qu'il y a donc égalité entre les deux différentiels en n'importe quel point A. Bien sûr, cette fonction-là, la fonction précédente, est différenciable puisqu'il s'agit de l'identité dans Rn, mais l'identité dans Rn est de classe C infini dans Rn, elle est particulièrement de classe C1 sur Rn. Donc, elle est différenciable sur Rn. Pour tout A appartenant à Rn, la différentielle de l'identité dans Rn au point A existe. D'accord? Alors, que vaut la différentielle de l'identité de Rn en n'importe quel point A? C'est exactement égal à l'identité dans Rn. Pourquoi? Pourquoi la différentielle de l'identité dans Rn est égale à Rn? L'identité dans Rn. Pourquoi c'est égal à la fonction elle-même? Je vous écoute. Pourquoi j'ai cette égalité-là? Personne ne peut me répondre?
Pourquoi la différentielle de l'identité dans Rn est confondue avec l'identité dans Rn? Eh bien, tout simplement parce que l'identité dans Rn est une application linéaire. On a vu que pour une application linéaire, elle est confondue avec sa différentielle, indépendamment du point A choisi. D'accord? Alors, j'applique donc de l'autre côté la différentielle de la fonction composée, la différentielle au point A de G rang F, et la différentielle de G au point F de A rend la différentielle de F au point A. Donc, je répète encore, pour l'expression de cette différentielle de la composée, la différentielle au point A de G rond F, on a vu que c'est la différentielle de G au point F de A, c'est ce qu'on a mis ici, donc c'est la différentielle de F moins 1 au point F de A, rend la différentielle de F au point A. C'est exactement ce qui a été écrit dans ce dernier terme de l'égalité. Donc, la différentielle au point A de f-1 rond f, c'est la différentielle de f-1 au point f de A rend la différentielle de f au point A. Et d'après ce qu'on vient juste de voir, tout ça est égal à l'identité dans Rn. Si ceci est égal à l'identité de Rn, ça exprime exactement le fait que la différentielle de f au point A est bijective, n'est-ce pas? Et que sa fonction réciproque, la différentielle de f au point A moins 1, la fonction réciproque de la différentielle de f au point A, c'est exactement la différentielle de f moins 1 au point f de A. Okay? Donc, on a répondu aux deux questions d'un seul coup. On a dit que la différentielle de f au point A est bijective et on a donné l'expression de sa fonction réciproque. Donc, la réciproque de la différentielle de f au point A s'exprime à l'aide de la différentielle de f moins 1 au point f de A. Bon, alors on passe à notre résultat, toujours dans le même contexte. On va juste interpréter le résultat précédent matriciellement. Donc, si f est un difféomorphisme de U sur V, alors, pour tout A appartenant à U, la matrice jacobienne de F au point A est inversible. Et cette matrice jacobienne est donnée par donc, la matrice jacobienne de F au point A est inversible. Et son inverse est donnée par tout simplement la matrice jacobienne de F-1 au point F de A. Okay. Alors, on va bien sûr partir, comme je viens de le dire, de l'expression précédente qu'on a obtenue en appliquant la différentielle en un point A à f-1 en f. Donc, tout à l'heure, on a obtenu la différentielle de f-1 au point f de A rend la différentielle de f au point A qui est égale à l'identité de Rn. Donc, si j'applique en un point H, ou si je considère tout simplement les matrices jacobiennes correspondantes, alors je vais avoir la matrice jacobienne de f-1 au point f de A fois la matrice jacobienne de f au point A qui est égale à la matrice jacobienne de l'identité de Rn au point A. D'accord? Donc, je suis juste en train de déduire les matrices jacobiennes à partir de l'égalité précédente.
Donc, on a vu la semaine dernière, donc si j'ai F rangé est égal à H, alors la matrice jacobienne de F rangée, c'est la matrice jacobienne de F fois la matrice jacobienne de G. Okay? Donc ici, je vais avoir la matrice jacobienne de F-1 au point F de A fois la matrice jacobienne de F au point A qui est égale à la matrice jacobienne de l'identité de Rn. Bon. Alors, la matrice jacobienne de l'identité de Rn, c'est une matrice à n lignes, n colonnes. Sur la première ligne, qu'est-ce que je vais prendre? Sur la première ligne, je vais prendre la première fonction coordonnée de l'identité et dériver par rapport aux n variables. D'accord? Alors, l'identité de Rn, c'est la fonction qui a x associe x. Donc, c'est la fonction qui a un vecteur x de coordonnées x1, x2, xn associe la fonction x, c'est-à-dire x1, x2, xn. La première fonction coordonnée, c'est x1, la fonction qui a x associe x1. Je dérive par rapport à x1, ça fait 0. Je dérive par rapport à toutes les autres variables. Je dérive par rapport à x1, pardon, ça va faire 1. Je dérive par rapport à toutes les autres variables, ça va donner 0. Alors, la même chose pour la deuxième fonction coordonnée. C'est la fonction qui a x associe x2. Je dérive par rapport à x1, ça fait 0. Je dérive par rapport à x2, ça fait 1. Je dérive par rapport à toutes les autres coordonnées, ça fait des 0. Et la même chose jusqu'à la dérivée de la nème fonction coordonnée, la fonction qui a x associe xn. Donc finalement, vous voyez bien que je vais récupérer exactement la matrice unité IN. D'accord? Alors, ceci voudrait dire que la matrice jacobienne de F-1 fois la matrice jacobienne de F au point A est égale à IN. Donc, j'ai deux matrices dont le produit est égal à IN, la matrice unité. Donc, à partir de là, je déduis que la matrice jacobienne de F est inversible et en plus, elle est inversible et en plus, son inverse est égal à la matrice jacobienne de F-1 au point F de A. Alors, ce résultat permet de calculer donc la matrice jacobienne de la bijection réciproque d'un C1 diffeomorphisme sans connaître explicitement l'expression.
Est-ce que vous me recevez? Oui. Donc, à partir de cette proposition-là, je comprends tout de suite que je peux calculer la matrice jacobienne d'une fonction réciproque, d'un C1 difféomorphisme, sans connaître explicitement l'expression de cette bijection. D'accord? Donc, même sans connaître l'expression de f-1, je n'ai pas besoin de connaître l'expression de f-1 pour calculer la matrice jacobienne de f-1. Et il suffit juste d'inverser la matrice jacobienne de f pour avoir la matrice jacobienne de f-1. Et vous devez juste faire attention parce que la matrice jacobienne de f-1 au point f de a est égale à la matrice jacobienne de f au point a moins 1. Donc, l'inverse de la matrice jacobienne de f au point a. Bon, alors on va admettre maintenant le résultat suivant, le théorème suivant. Donc, ce théorème-là dit que si j'ai une application de U dans Rn, donc U c'est toujours un ouvert de Rn, qui est injective et qui est de classe C1 sur U. Donc, si j'ai une application F qui est injective et qui est en plus de classe C1 sur U, alors on a le résultat suivant qui me donne une condition nécessaire et suffisante pour que F soit un C1 difféomorphisme de U sur V qui est égal à F de U. C'est-à-dire pour que F soit une application bijective, ainsi que soit de classe C1 bien sûr, ainsi que sa fonction réciproque. D'accord? Alors cette condition nécessaire et suffisante, c'est tout simplement le fait que le jacobien de F ne s'annule en aucun point de U. Autrement dit, je vous rappelle que le jacobien de F, c'est le déterminant de la matrice jacobienne de F au point A. J'ai le droit de parler de ce déterminant puisque là, je suis en train de travailler avec une fonction à n variables qui est aussi à valeur dans Rn. C'est une fonction qui est définie sur U, qui est un ouvert de Rn, qui a valeur dans Rn. Donc, si je prends une fonction qui est injective et de classe C1 sur U, alors on a l'équivalence suivante. Je répète encore, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, si le jacobien de F ne s'annule en aucun point de U, alors F de U est un ouvert de Rn et F est un C1 difféomorphisme de U sur F de U. Et inversement, si F est un C1 difféomorphisme de U sur F de U et si F de U est un ouvert de Rn, alors le jacobien de F ne s'annule en aucun point de U. D'accord? Donc, c'est un théorème qui donne une condition nécessaire et suffisante. Mais attention, je pars de l'hypothèse que F est une application de U dans Rn, qu'elle est injective et qu'elle est de classe C1 sur U. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fonction, c'est une application qui est injective et de classe C1 sur U. Alors, on va prendre l'exemple qu'on a vu la semaine dernière. C'était juste l'exemple où je considère les coordonnées polaires, donc la fonction G définie sur R2 à valeur dans R2 qui a R θ, ceci R cosinus θ et R sinus θ. Vous voyez bien sûr que G n'est pas injective. Il suffit juste de voir que G de R θ, c'est la même chose que G de R θ plus 2π.
c'est clair que G de R θ, c'est G de R de θ plus de phi. Donc, G n'est pas injectif. Vous pouvez aussi voir que G de R θ, c'est exactement égal à G de moins R θ plus phi. Là aussi, vous avez un autre exemple pour dire que la fonction G n'est pas injective. Donc, on ne peut pas lui appliquer le théorème précédent. D'autre part, vous voyez bien sûr que G est de classe C1. Elle est même de classe C infini parce que ces deux fonctions coordonnées sont de classe C1. Alors, le déterminant de la matrice jacobienne, c'est-à-dire le jacobien, on l'a déjà calculé auparavant, et il vaut R. Donc, sur la première ligne de la matrice jacobienne, on a dérivé la première fonction coordonnée par rapport à R, ensuite par rapport à θ, donc cosinus θ moins R sinus θ. Sur la deuxième ligne, on a dérivé par rapport à R et par rapport à θ la deuxième fonction coordonnée, c'est-à-dire R sinus θ. On la dérive par rapport à R, ça va faire sinus θ. Par rapport à θ, ça va faire R cosinus θ. Donc, quand vous calculez le déterminant de cette matrice carrée d'ordre 2, vous allez obtenir R. Vous voyez bien sûr que ce jacobien s'annule en tout point Rθ où R est nul. D'accord? Si R est égal à 0, ce déterminant-là s'annule. Donc, l'application G n'est pas un C1 difféomorphisme de R2 sur R2. Bon, alors ce changement de variable en coordonnées polaires, il va bien falloir le rendre bijectif, parce que qui dit changement de variable dit bien sûr un aller et un retour. Donc, quand je fais un changement de variable en coordonnées polaires, je dois pouvoir revenir aux coordonnées initiales. Donc, bien sûr, une fonction qui définit un changement de variable doit toujours être bijective. On est d'accord, quand je fais un changement de variable, je pars de certaines coordonnées, je vais à d'autres coordonnées, je vais utiliser d'autres coordonnées, en l'occurrence ici on va utiliser les coordonnées polaires, donc je dois pouvoir retourner aux coordonnées initiales, donc ce aller-retour là ne pourra se faire que si la fonction est bijective, est un difféomorphisme. Okay. Donc la fonction G telle qu'elle a été définie précédemment, cette fonction-là, on a dit, ce n'est pas un C1 difféomorphisme parce que tout simplement, on vient juste de donner des exemples où elle n'est pas injective, donc elle ne pourra pas être bijective puisqu'elle n'est pas injective. Donc la question que je me pose, comment je vais faire pour la rendre bijective, pour rendre ce changement de variable bijectif? Il est clair qu'il faudra restreindre l'ensemble de départ de G. On va prendre une restriction de G pour la rendre bijective, pour aboutir à un C1 difféomorphisme. Bon, donc on va considérer la fonction phi qui sera tout simplement la restriction de G à R étoile plus croix moins pi pi. C'est pas la seule restriction possible, c'est la restriction avec laquelle on travaille le plus, qui est la plus courante dans tous les changements de variables qu'on utilise, les changements de variables en coordonnées polaires. Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur le fait qu'il faudra restreindre ce changement de variable, cette fonction G, il faudra restreindre son domaine de définition pour aboutir à une fonction qui soit bijective? Vous me recevez?
vous êtes à l'écoute? Oui, madame. Oui. Donc, la fonction G, je répète encore, elle n'est pas bijective. Je vais prendre une restriction de G. Je vais restreindre son ensemble de départ qui est R2. Je vais prendre l'ouvert R étoile plus croix moins pi, pi. D'accord? Donc, R appartient à R étoile plus et θ appartient à moins pi, pi. Alors, pourquoi j'ai pris θ qui appartient à moins pi, pi, d'après vous? Je pouvais prendre aussi quel autre ensemble? À part moins pi, pi. Je pouvais prendre aussi l'intervalle 0, 2 pi. Intervalle ouvert 0, 2 pi. L'essentiel, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de la rendre bijective, de la rendre plus particulièrement injective ici. Parce qu'on a vu tout à l'heure que G de R θ, c'est exactement la même chose que G de R θ plus 2 pi. D'accord? Donc, si je prends θ qui appartient à moins pi, pi, je vais plus avoir, je peux plus prendre, bien sûr, G de R de θ plus 2 pi. OK? Et on a vu tout à l'heure aussi que G de moins R θ plus pi est égal à G de R θ. Donc, je vais prendre une valeur de R qui soit strictement positive. R doit être différent de 0 aussi pour pouvoir utiliser le théorème précédent. Bon, alors, quand je prends un vecteur R θ qui appartient à R étoile plus croix moins pi pi, le point R cosinus θ et R sinus θ, il va varier où? Est-ce qu'il va varier sur R2 entièrement? Je répète ma question. Si je prends R θ, R qui est strictement positif, θ qui appartient à moins pi, pi, où va varier le vecteur R θ? Pi de R θ. C'est-à-dire où va varier le point R cosinus θ et R sinus θ. Est-ce qu'il va varier dans R2 entièrement? Je vous écoute. Sur R. Le point R cosinus θ, R sinus θ, il va varier sur c'est un point à deux variables, R cosinus θ et R sinus θ. R carré. Sur R carré, est-ce que je vais décrire tout l'espace R carré? Oui. Non, parce que quand R est strictement positif et quand θ varie de moins pi à pi, il y a un espace qui ne sera pas décrit, c'est lequel? Vous voyez qu'on a pris l'intervalle ouvert moins pi pi. θ varie dans l'intervalle ouvert moins pi pi. Donc, on a exclu quel point? Quand θ est égal à moins pi pi, ça veut dire que le point de coordonnées R cosinus θ, R sinus θ, il va varier où quand θ vaut pi ou moins pi? Quand l'argument θ vaut moins pi ou pi, le point de coordonnées R cosinus θ, R sinus θ, c'est-à-dire exponentielle I R θ, il est où?
Tracez, s'il vous plaît. Tracez. Cercle de rayon R. Oui, mais comme j'ai enlevé θ qui vaut moins pi et pi, vous voyez que l'intervalle, il est ouvert. θ appartient à l'intervalle ouvert, moins pi, pi. Si θ est égal à pi, le point se trouve où? Sur l'axe des abscisses. Voilà, mais de quel côté? Gauche, donc toute la Exact. droite, la demi-droite à gauche. Exactement. Donc, quand θ vaut plus ou moins pi, c'est-à-dire quand l'argument est égal à plus ou moins pi, le point R cosinus θ, R sinus θ, il va se trouver sur la demi-droite des réels x négatifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Quand θ est égal à plus ou moins pi, le point de coordonnées R cosinus θ, R sinus θ va se trouver sur la demi-droite des réels x négatifs, c'est-à-dire exactement ce que j'ai mis ici. Donc, on a enlevé cette demi-droite-là parce qu'elle ne sera pas décrite par ce changement de variable. Parce que le θ, il varie dans moins pi, pi ouvert. Donc, ces points-là, les points qui existent, qui se situent sur cette demi-droite, ne seront pas décrits par cette application. Vous êtes d'accord ou pas? Je vous écoute, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Alors, pour tester si vous avez bien compris ou pas, si jamais je change et au lieu de mettre ici moins pi pi, si je mets ici 0,2 pi à la place de l'intervalle moins pi pi, si je mets l'intervalle ouvert 0,2 pi, si θ décrit l'intervalle ouvert 0,2 pi, est-ce que l'ensemble d'arrivée sera le même? Je vous écoute. Juste la droite, la demi-droite à droite, هي اللي بتاعتنا. Exactement, c'est ça. Bravo. Donc, à ce moment-là, si je change donc cet intervalle-là et je mets R θ qui varie dans R étoile plus croix 0 de pi, à ce moment-là, les points qui ne seront pas décrits par ce changement de variable, ça va être la demi-droite des réels positifs et non pas la demi-droite des réels négatifs. OK? Donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir ici R2 privé de la demi-droite des réels négatifs, j'aurai R2 privé de la demi-droite des réels positifs. D'accord? Si je mets ici, au lieu de mettre moins pi pi, si je mets moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Si je mets R étoile plus, croix, moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Qu'est-ce que j'enlève de l'autre côté? Si je mets moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Ce que je vais enlever de l'autre côté, ça va être R2 privé de quoi? 0y avec y inférieur ou égal à 0. Ça va être 0y avec y inférieur ou égal à 0. Bravo. Donc, vous avez compris. Donc, à chaque fois, pour avoir donc ici le bon ensemble d'arrivées, il faut bien sûr voir quels sont les points qui n'ont pas été décrits par l'ensemble de départ. Et vous avez bien sûr compris à travers ce qu'on vient de faire là que la fonction g précédemment définie n'admet pas bien sûr une seule restriction, elle admet plusieurs
restriction possible. Et dans ce cas-là, on a considéré la restriction phi, qu'on a appelée phi, c'est la restriction de G à R étoile plus croix moins pi pi. D'accord? Elle n'est pas unique. Elles ne sont pas uniques, les restrictions de G. Il y en a plusieurs, il y en a une infinité d'ailleurs. Et on va considérer, nous, dans notre cas, on va considérer cette restriction bien particulière. Donc, je prends la restriction de G à R étoile plus croix moins pi pi. G, la fonction d'origine, elle est définie sur R2 tout entièrement. Je vais considérer cette restriction bien précise. Pourquoi, en fait, je suis en train de prendre des restrictions de G? Quel est le problème de G? Pourquoi je suis en train de restreindre son domaine de définition? Je vous écoute. Quel était le problème majeur de G? Elle n'était pas injective. Oui, elle n'était pas injective, donc elle n'était pas bijective. D'accord? Je suis en train de restreindre le domaine de définition de G pour aboutir à une fonction qui soit injective, voire bijective. Ok? Et pourquoi j'ai besoin d'une fonction qui soit bijective? Parce qu'un changement de variable doit toujours être bijectif. Quand je dis changement de variable, ça veut dire tout simplement, je vais composer par une fonction pour faire changer les variables initiales. Et donc, bien sûr, au bout d'un exercice, quand je fais un changement de variable, je dois retourner aux variables initiales. Et quand je dis que je dois retourner aux variables initiales, autrement dit, je dois appliquer la fonction réciproque de ce changement de variable. Donc, un changement de variable ne pourra être appelé ainsi que s'il est bijectif. D'accord? Bon, alors, cette fonction-là, donc cette restriction de G, que j'ai appelée phi ici, elle vérifie tout d'abord, donc j'ai tout fait pour que l'ensemble de départ de phi, à savoir R étoile plus 3 moins pi pi, soit un ouvert de R2, qui est le cas ici, puisque c'est le produit cartésien de deux ouverts, R étoile plus c'est un ouvert de R, moins pi pi est un ouvert de R, donc R étoile plus croix moins pi pi est un ouvert de R2. D'accord? Alors, phi de U, qui est R2 privé de la demi-droite des réels négatifs, est un ouvert de R2, c'est évident, parce que son complémentaire est un fermé de R2, ou parce que tout simplement, vous pouvez utiliser la définition d'un ouvert. Je prends n'importe quel point qui appartient à R2 privé de la demi-droite des réels négatifs, je peux toujours trouver une boule ouverte centrée en ce point qui soit incluse dans R2 privé de la demi-droite des réels négatifs. Donc, phi de U est un ouvert de R2. Phi est de classe C1 sur R étoile plus croix moins pi pi. Donc, phi est de classe C1 sur U, son domaine de définition. Évident, bien sûr, puisque phi, c'est la restriction de G, puisqu'on a dit que G est de classe C1 sur R2. Donc, n'importe quelle restriction sera aussi de classe G1 sur son domaine de définition. Alors, phi est injective sur R étoile plus croix moins pi pi, parce que justement, on a tout fait pour rendre cette fonction-là injective. D'accord? Si je prends phi de R1 θ1 qui est égal à phi de R2 θ2, alors nécessairement, je vais avoir R1 égale R2 et θ1 égale θ2, parce que θ1 et θ2 appartiennent à l'intervalle moins pi, pi ouvert. Alors, la cinquième constatation aussi, c'est que pour tout état
appartenant à U, le déterminant de la matrice jacobienne de phi au point Rθ, donc le jacobien de phi au point Rθ est égal à R et il est différent de 0, puisque R appartient à R étoile plus. Donc, d'après le théorème précédent, on est en train d'utiliser le théorème précédent dans le sens de la droite à gauche. Le théorème précédent, je vous rappelle, c'est le suivant. Donc, quand je prends une application définie sur un ouvert U de Rn injective et de classe C1, alors on a l'équivalence suivante. Donc, ce que j'ai dans notre cas, j'ai une fonction phi qui est définie sur R étoile plus croix moins pi pi, donc sur U qui est égal à R étoile plus croix moins pi pi, c'est ouvert. Elle est injective, elle est de classe C1 sur U. Le jacobien de phi ne s'annule en aucun point de U, puisqu'on a dit que le jacobien est égal à R. Alors, d'après le théorème précédent, donc phi réalise un difféomorphisme de U sur F de U. Donc, U étant, bien sûr, R étoile plus croix moins pi pi. Donc, d'après le théorème précédent, phi est un C1 difféomorphisme de U sur phi de U. Bon, donc on a fait juste, on a pris une restriction de la fonction G, du changement de variable en coordonnées polaires G, pour avoir un C1 difféomorphisme, pour pouvoir, bien sûr, utiliser ce changement de variable plus tard. Bon, alors, on va maintenant énoncer la proposition suivante. Donc, si je considère phi le C1 difféomorphisme que l'on vient de définir, alors, on va tout d'abord montrer que la matrice jacobienne de phi moins 1 est donnée par l'expression suivante. Donc, voilà comment s'exprime la matrice jacobienne de phi moins 1, point xy. Et on va aussi montrer que phi moins 1 est donné par l'expression suivante, à savoir toute cette expression. Donc, phi moins 1 sera donné par l'expression suivante. Donc, on va donner deux expressions différentes. L'expression de la matrice jacobienne de phi moins 1 et l'expression de phi moins 1. Et comme vous le voyez, comme vous le constatez, on va donner l'expression de la matrice jacobienne de phi moins 1 avant de donner l'expression de phi moins 1. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit qu'on peut exprimer la matrice jacobienne de phi moins 1, phi moins 1 étant la fonction réciproque d'un C1 difféomorphisme, sans connaître l'expression de phi moins 1. Donc, en inversant tout juste la matrice jacobienne de phi. Et alors, on va démontrer cette proposition-là. Alors, on sait, d'après les résultats précédents, que la matrice jacobienne de phi moins 1 est tout simplement l'inverse de la matrice jacobienne de phi. Il faut juste faire attention en quel point ceci est vrai. Donc, la matrice jacobienne de phi moins 1
au point phi de r θ. Au point phi de r θ, c'est-à-dire au point r cosinus θ, r sinus θ, c'est l'inverse de la matrice jacobienne de phi au point r θ. Alors, donc là, on va utiliser l'inverse d'une matrice. On va inverser une matrice. On va inverser quelle matrice? On va inverser la matrice jacobienne de phi au point r θ. N'oubliez pas que la matrice jacobienne de phi, c'est la matrice cosinus θ moins r sinus θ, sinus θ, r cosinus θ. C'est la même chose que la matrice jacobienne de G, hein? Donc, la matrice jacobienne de phi ou la matrice jacobienne de G, je répète, c'est la matrice carrée cosinus θ moins r sinus θ, sinus θ, r cosinus θ. Donc, on va inverser cette matrice. Donc, ça sera égal à 1 sur le déterminant de la matrice fois la transposée de la comatrice. Exactement ce que j'ai écrit ici. Donc, 1 sur R, là, c'est 1 sur le déterminant de phi. Le déterminant de phi, c'est-à-dire le jacobien, c'est R. Donc, 1 sur R, je peux diviser, bien sûr, par R, parce que R est différent de 0, fois la transposée de la comatrice. Donc, ce que l'on a écrit ici, c'est la comatrice de la matrice jacobienne. Et là, on va transposer cette comatrice. Donc, en transposant, je vais avoir ici donc R cosinus θ, R sinus θ et moins sinus θ cosinus θ. Et je vais diviser tous ces coefficients, les 4 coefficients de cette matrice par R. Donc, ce premier coefficient-là, quand je divise par R, ça va donner cosinus θ. Là, ça va donner sinus θ. Là, ça va donner moins sinus θ sur R, pour ce coefficient-là. Et le dernier coefficient, ça va être cosinus θ sur R. D'accord? Donc, ce que j'ai là, c'est la matrice jacobienne de phi moins 1 au point R cosinus θ, R sinus θ. Alors, si je pose x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ, autrement dit, si je pose phi moins 1, x égale y égale R θ, donc x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ, je vais avoir ici cosinus θ qui sera remplacé par x sur racine de x2 plus y2. Vous voyez? Donc, pour le premier coefficient de cette matrice jacobienne. Donc, pour le premier coefficient de la matrice jacobienne, cosinus θ sera remplacé par x sur racine de x2 plus y2. Sinus θ sera remplacé par y sur r, c'est-à-dire y sur racine de x2 plus y2. Okay. Sinus θ sur r sera remplacé par y sur x2 plus y2. Et cosinus θ sur r sera remplacé par x sur racine, x sur x2 plus y2. Okay. Donc, j'ai juste utilisé le fait que x, c'est r cosinus θ, que y, c'est r sinus θ, et que r, c'est la racine de x au carré plus y au carré. Donc, finalement, nous avons calculé la matrice jacobienne de phi moins 1 sans déterminer explicitement la fonction phi moins 1. On a calculé la matrice jacobienne de phi moins 1 juste en inversant la matrice jacobienne de phi. D'accord?
Bon. Alors maintenant, je voudrais déterminer l'expression de phi-1. D'ailleurs, quand on va déterminer l'expression de phi-1, je pourrais l'utiliser pour retrouver la matrice jacobienne de phi-1 que l'on vient de donner. Bon, déterminant l'expression de phi-1. Phi-1, n'oubliez pas que c'est la fonction réciproque de phi. Donc, phi-1, elle est définie sur R2 privé de la demi-droite des réels négatifs et elle est à valeur dans R étoile plus 3 moins pi. Alors, phi-1 est donc phi est un C1 difféomorphisme. Donc, je sais que si je prends n'importe quel vecteur qui appartient à l'ensemble d'arrivées, pour tout xy qui appartient à R2 privé de la demi-droite des réels négatifs, il existe un seul vecteur de R étoile plus croix moins pi pi, donc il existe un seul couple R θ qui appartient à R étoile plus croix moins pi pi, tel que phi de R θ égale à xy, donc tel que x égale R cosinus θ et y égale R sinus θ. N'oubliez pas que notre but, c'est de calculer R et θ en fonction de x et de y pour pouvoir déterminer l'expression explicite de f-1. Bon, alors R, c'est évident, bien sûr, c'est racine de x au carré plus y au carré. Maintenant, je voudrais déterminer θ en fonction de x et de y. J'ai tangente θ qui vaut y sur x. Est-ce que je peux, à partir de écrire et dire que θ vaut arctangente de y sur x? Je vous écoute. Je veux déterminer θ. Quand j'ai tangente de θ qui vaut y sur x, est-ce que je peux dire que θ vaut arctangente de y sur x? Vous êtes à l'écoute? Vous suivez ou pas? Oui, madame. Oui. J'ai tangente de θ qui est égale à y sur x. Est-ce que je peux déduire θ? On a tendance à dire que θ est égal à quoi? On a tendance à dire que θ vaut arctangente de y sur x. D'ailleurs, c'est une faute que vous pouvez trouver même dans des livres, dans des bouquins. On peut même écrire que θ vaut arctangente de y sur x. Or, ceci est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi pi. Et sur l'intervalle moins pi pi, la fonction tangente n'est pas bijective. Où est-ce qu'elle est bijective, la fonction tangente? 0 de pi. Non, la fonction tangente, elle est bijective sur moins pi sur 2, pi sur 2. Quand vous tracez la fonction tangente, d'abord, elle n'est pas définie au point pi sur 2 plus kpi, n'est-ce pas? Donc, la fonction arctangente, elle est définie sur R, elle est à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction tangente, elle est bijective sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, le problème ici, c'est que j'ai tangente de θ qui est égale à y sur x, avec θ qui appartient à moins pi, pi. Donc, je dois me rendre à tangente θ sur 2 pour pouvoir utiliser l'arctangente. Parce que quand θ varie de moins pi à pi, c'est θ sur 2 qui est dans moins pi sur 2, pi sur 2. Vous êtes d'accord?
Pour que je puisse utiliser la fonction arctangente, il faudra que je me ramène à une étude sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ce qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, c'est θ sur 2 et non pas θ, puisque θ est dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, θ sur 2 est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est pour ça que, arrivé à ce stade, je ne peux pas appliquer la fonction arctangente à cette égalité-là. Donc, je ne peux pas appliquer la fonction arctangente. Je répète encore parce que θ varie dans moins pi, pi. Par contre, si j'arrive à exprimer tangente θ sur 2, à ce moment-là, je peux appliquer l'arctangente. OK? Alors, tangente θ sur 2, je vais écrire que c'est sinus θ sur 2 divisé par cosinus θ sur 2. Je multiplie par cosinus θ sur 2 en haut et en bas. Donc, je vais avoir en haut sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Et en bas, je vais avoir cosinus carré θ sur 2. Je peux encore multiplier par 2 en haut et en bas. Donc, en haut, je vais avoir 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Et ça, c'est sinus θ pour le numérateur. Et pour le dénominateur, je vais avoir 2 cosinus carré θ sur 2. Et ça, c'est exactement 1 plus cosinus θ. OK? Alors, en multipliant par R en haut et en haut, je vais avoir R sinus θ. Et en bas, je vais avoir R plus R cosinus θ. J'ai multiplié par R en haut et en bas. Alors, R sinus θ, c'est exactement égal à Y. N'est-ce pas? Et R cosinus θ, c'est exactement égal à X. Et R, c'est la racine de X au carré plus Y au carré. Donc, finalement, tangente θ sur 2, je l'ai exprimé en fonction de X et de Y, et ça vaut Y sur racine de X au carré plus Y au carré. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai exprimé tangente de θ sur 2 en fonction de X et de Y? Je vous écoute. Pourquoi j'ai fait ce travail? Car θ varie dans moins pi pi, non plus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Oui, pour me ramener à θ sur 2 qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, parce que mon but, ne l'oubliez pas, c'est de donner l'expression de la fonction réciproque de phi, de donner l'expression de R et de θ en fonction de X et de Y. D'accord? Donc maintenant, comme θ sur 2 est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, je peux appliquer la fonction réciproque de la tangente, c'est-à-dire l'arctangente, comme tangente de θ sur 2, c'est donné par l'expression précédente. Donc, je peux déduire que θ sur 2 sera égal à l'arctangente de y sur x plus racine de x2 plus y2. OK? Donc, θ est égal à 2 fois arctangente de y sur x plus racine de x2 plus y2. Donc, finalement, on a dit que r, c'est la racine de x2 plus y2, que θ, c'est 2 fois l'arctangente de y sur x plus racine de x2 plus y2. Donc, finalement, phi moins 1 est donné par l'expression suivante. Voilà l'expression de phi moins 1, l'expression analytique de phi moins 1. Okay. Alors, concernant cette proposition que l'on vient de donner, donc il y a la remarque que l'on a déjà donnée tout à l'heure. Donc, on a donné dans la première partie de cette proposition, la proposition précédente, dans la première partie, on a donné la matrice jacobienne de phi moins 1. Donc, la matrice jacobienne de phi moins 1, pour la trouver, on a juste inversé la matrice jacobienne de phi. Bon,
dans la deuxième partie de cette proposition, on a donné l'expression de la fonction bijective de phi, donc de la fonction réciproque de phi moins 1. L'expression que l'on vient juste de donner permet de retrouver la matrice jacobienne de phi moins 1, n'est-ce pas? Comment elle nous permet de retrouver la matrice jacobienne de phi moins 1? Il suffit juste de prendre la première fonction coordonnée de phi moins 1, à savoir racine de x2 plus y2, la fonction qui a xy associe racine de x2 plus y2, qui est parabu notée R, cette fonction-là. Donc, si je note R parabu cette fonction-là, je vais prendre sur la première ligne de la matrice jacobienne de phi moins 1. Donc, sur la première ligne, je vais prendre dr sur dx et dr sur dy. C'est-à-dire, je vais dériver partiellement racine de x2 plus y2 par rapport à x, ensuite racine de x2 plus y2 par rapport à y. Donc, quand je dérive partiellement par rapport à x, ça va donner 2x sur 2 fois racine de x2 plus y2, c'est-à-dire x sur racine de x2 plus y2. Et quand je dérive partiellement par rapport à y, ça va donner y sur racine de x2 plus y2. Okay. Et si j'appelle parabu aussi θ, la fonction qui a xy associe 2 fois arctangent de y sur x plus racine de x2 plus y2. Donc, ce que j'ai sur la deuxième ligne de la matrice jacobienne, c'est dθ sur dx et dθ sur dy. Il suffit juste de dériver et vous allez avoir exactement moins y sur racine de x2 plus y2 et x sur racine sur x2 plus y2, pardon, sans la racine. OK? Alors, je vous laisse le soin de reprendre tout ce qu'on a fait aujourd'hui concernant ce changement de variable. Vous devez bien comprendre tout ceci pour pouvoir poursuivre la semaine prochaine avec la dernière partie du cours. On va voir quelle est l'utilité de ce changement de variable et comment on va utiliser ce changement de variable pour résoudre plusieurs types d'équations différentielles. OK? Donc, vous devez d'abord reprendre tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous-même, reprendre tous les calculs, tous les passages, reprenez ces calculs-là et ces passages. N'oubliez pas de faire les exercices 3 et 4 de la série 3. Donc, vous faites les exercices 3 et 4. Je commencerai par la correction de ces deux exercices la semaine prochaine. Ensuite, on terminera le dernier cours concernant ce chapitre 3. Et alors, on s'arrête là. Je vous dis bonne journée, bon travail. Au revoir. Au revoir. Au revoir.